Donc, à nouveau, grand merci général à tout le monde. Et pour situer, remercier également l'IED, l'Institut des démocrates européens, qui justement va nous faire rayonner et va diffuser cette vidéo au-delà des frontières françaises en Europe. Et je peux vous présenter les intervenants dans un tout petit instant. Juste donc préciser qu'on va parler de culture, et comme c'est évidemment très large et très vaste comme notion, on a pris un angle d'attaque. On va parler justement de la question de la désinformation et on va s'interroger sur la façon dont la culture, les politiques culturelles au niveau local notamment, peuvent constituer une arme de résistance contre ce relativisme ambiant, ce marasme quelquefois, voire ces risques de complotisme que peuvent générer certains réseaux sociaux sans tomber justement dans une critique systématique de ces outils qui peuvent également être tout à fait utiles. On va le voir. Donc, je vous présente donc, dans l'ordre nos amis intervenants. Donc, Mathilde Desjoncker, qui est historienne de formation, ancienne parlementaire, suppléante de Marc Fesneau dans le Loir-et-Cher, et qui donc travaille sur les questions de culture et de patrimoine. Frédéric, donc, qu'on ne présente plus, qui est donc président du MoDem 59, conseiller régional, conseiller métropolitain et maire adjoint à la culture et au patrimoine de Roubaix. Alice Bernard-Montigny, qui est présidente des Jeunes démocrates européens et qui a fait un séjour en Ukraine, un séjour, le mot est mal choisi, mais qui est allée en Ukraine récemment et qui va nous parler justement aussi de la manière dont on transmet cette expérience via Internet de manière fiable, sécurisée, comment on parle aussi de ce qu'on a vécu en témoignage de la manière la plus journalistique possible. Et moi, donc, je suis Olivia Leboyer, je suis responsable des études au siège du MoDem, enseignante à Sciences Po. Et de culture il est question, je suis venue avec des livres que je vous conseille fortement. Le premier, donc, c'est un ouvrage qui vient de paraître tout juste cette semaine sur la Post-Vérité, aux presses universitaires de Rennes, et qui est un ouvrage collectif qui est vraiment très intéressant parce qu'il aborde sous un angle géopolitique, mais pas que, toutes les questions justement liées à la construction des fake news, à la manière dont elles peuvent altérer la formation de l'opinion, à la façon finalement dont elles peuvent agir de manière insidieuse, puisqu'on a l'impression que le vrai et le faux sont des notions discernables, mais parfois justement certaines fake news contiennent un peu de vrai pour qu'elle soit plus crédible. Donc si une partie de la fausse information générée est vraie, les personnes sont plus enclines à croire à la totalité de la fausse information. Donc cet ouvrage montre que finalement on est tous plus ou moins guettés potentiellement par le risque parfois de croire à une fake news ou de ne pas vraiment vérifier une information, et que le fact-checking, la vérification des informations, n'est pas l'unique moyen, ce n'est pas seulement grâce à ces techniques qu'on lutte contre le phénomène, qu'il est bien plus, là encore, complexe, puisque c'est notre rapport à l'espace et au temps qui est entièrement transformé, modifié par le numérique. Et donc, forcément, on se repère différemment d'auparavant. Donc, l'ouvrage, notamment, contient un chapitre très intéressant sur les méthodes de la Russie, la stratégie de la Russie dans la guerre en Ukraine, dans la construction, justement, des fausses informations vis-à-vis de la population russe, avec, bien sûr, galvaniser la fibre patriotique, mais surtout construire des contre-récits en disant que ce sont les Ukrainiens qui ont attaqué les premiers, en disant que le mouvement Maïdan était nazi, en instillant comme ça des informations fausses de manière intentionnelle afin d'avoir une influence considérable et de générer un sentiment national puissant. Donc le chapitre est vraiment très bien documenté. Il commence par une citation de Hannah Arendt qui est à méditer, qui dit que justement dans un monde devenu de plus en plus incompréhensible, on croit à la fois à tout et à rien, et les masses pensent finalement que tout est possible et que rien n'est vrai. Et donc c'est assez, on peut assez s'interroger sur cette pensée. Et c'est vrai que quels sont nos garants, quels sont nos socles dans une époque très troublée. On le voit avec le discours de Donald Trump, avec les outrances dont il est
familiers, coutumiers, et également le discours d'Elon Musk qui défend la liberté d'expression absolue, mais qui, sur l'usage de Twitter, peut être tout à fait là aussi complexe, voire contradictoire. La manière dont les mots sont retournés, dont les mots perdent leur sens quelquefois, comme le discours de J.D. Vance à Munich aussi, où là aussi on a défense de la liberté d'expression, mais de quelle liberté d'expression parle-t-on ? Quel concept dit-on ? Donc voilà, comment nous, à notre échelle de citoyens, est-ce qu'on peut avoir la vigilance, l'esprit critique pour comprendre à quel moment il faut douter de quelque chose ou comment justement une notion, voilà, comment ne pas tout prendre pour argent comptant. C'est un peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors bien sûr, la culture, c'est pas l'unique solution face à un phénomène qui est vraiment polymorphe, qui est vraiment mondialisé, qui est très complexe, qui touche à nos manières d'être, nos manières de nous comporter. Mais on va voir quand même qu'on va être optimiste et que grâce à des élus locaux justement conscients, vigilants et pleins d'initiatives, on peut dès l'école, dès le jeune âge, commencer à développer par l'éducation, bien sûr, mais là encore, l'éducation, c'est pas seulement de la pédagogie appliquée, c'est aussi l'éveil aux arts, à la beauté, à des choses, voilà, ce qui fait sens. Et donc Mathilde, dans un premier temps, puis Frédéric vont développer toutes les initiatives très concrètes, très incarnées, parfois liées justement aussi à des initiatives européennes qu'ils ont pu mettre en œuvre sur leur territoire, donc dans le Loiret pour commencer, et puis à Roubaix ensuite. Et bien sûr, à n'importe quel moment, vous êtes libre d'intervenir pour compléter, parler d'une autre expérience ou réagir sur ce qu'on aura dit. Le temps de questions donc, peut être en même temps déjà que nos interventions, et puis ensuite, bien sûr, on prendra toutes les questions de la salle par la même occasion. Donc Mathilde, je te laisse me dire comment tu vois cette culture comme résistance, et préciser donc, que Mathilde coanime, comme l'a dit Frédéric, le village Art et Culture avec Enguerrand Le Goethe au Modem, et a donc produit déjà des notes de réflexion qui sont issues de rencontres régulières entre les membres de ce groupe. Et donc voilà, donc, le groupe a déjà collectivement, parce que l'intelligence collective, c'est pour ça qu'on est là. On pense jamais bien tout seul, c'est quand on est ensemble, regroupés, en physique encore mieux, qu'on produit le plus d'idées. Merci Olivia. C'est bon. Merci Olivia pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'accueil et puis pour l'invitation. C'est très sympa d'être parmi vous. Et la ville de Roubaix, que je ne connaissais pas du tout, je la découvre. Il y a des très beaux bâtiments que j'ai pu apercevoir. En tout cas, pour parler de ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement important. Il est capital. Alors, c'est vraiment mon point de vue que je vais vous délivrer, mais je trouve qu'il est capital parce que derrière, la culture, c'est quelque chose qui fait qu'on fait ciment. C'est le ciment de la société. C'est comme ça qu'on fait la cohésion. C'est comme ça qu'on donne une cohésion à une société. Et si on n'a pas le aller vers grâce à la culture, si on retire tout ça, en fait, on délite notre société. On n'arrive pas à faire société. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, où l'explosion des canaux numériques sont extrêmement importants, on le vit tous dans notre quotidien. Les informations arrivent absolument partout, à tout niveau, que ce soit effectivement les médias qui tissent leur toile sur le web, que ce soit les réseaux sociaux et autres. Et pour autant, ça crée une horizontalité qui est très bien, qui a des points positifs, parce qu'on a tout à portée de main. Mais la seule chose, en revanche, c'est qu'on en a tellement. C'est comment est-ce qu'on arrive à les canaliser, comment est-ce qu'on arrive à sortir de temps en temps la tête de notre seau de toutes les informations qu'on peut avoir, et à quel moment est-ce qu'on peut aussi prendre une place en termes d'esprit critique aussi. Voilà. Et effectivement, je développe tout mon argumentaire. Voilà, du coup, je vous livre ma pensée dans ces cas-là, complète et entière. Effectivement, pour moi, en fait, en réfléchissant vraiment sur cette question-là, je me suis arrêtée sur 4 points différents, qui est l'importance de développer l'esprit critique, qui est également de s'ancrer dans la réalité de nos territoires, de chacun de nos territoires. Chaque territoire a sa spécificité. C'est aussi soutenir l'accès universel à la culture, parce que c'est un facteur d'émancipation. Et c'est favoriser évidemment les rencontres et la co-construction. Une fois que je vous ai dit ça, sur ces 4 points-là, en fait, je vais vous présenter à chaque fois 4 exemples différents sur lesquels j'ai travaillé effectivement, soit en tant qu'élue locale, soit en tant qu'ancienne directrice des affaires culturelles. Sur le côté, l'importance de développer l'esprit critique.
c'est la base aujourd'hui effectivement des problématiques qu'on rencontre avec l'information, la désinformation, les fake news, etc. La culture, elle a véritablement ce rôle fondamental qui n'est pas d'apprendre à penser, mais d'apprendre véritablement à penser par soi-même, en fait. C'est le côté toute l'indépendance d'esprit. Et elle va développer, évidemment, l'esprit critique, l'analyse, le fait de douter aussi sur les informations qu'on va nous donner, la capacité à croiser les sources et autres. Et ça, on ne peut le savoir le faire que si on nous l'a appris. Et pour le coup, l'école, effectivement, est, à mon sens, un basique et en même temps la base de tout et le premier point pour pouvoir arriver à développer, et c'est l'endroit où on va nous apprendre justement à réfléchir et à avoir cette indépendance d'esprit qu'on va pouvoir cultiver tout au long de notre vie et ne pas se laisser avoir ensuite par les différentes mauvaises informations et désinformations qu'on pourrait rencontrer au cours de différentes conversations, les réseaux, les médias, etc. Une société qui est cultivée, on le sait, c'est une société qui est forcément moins manipulable et donc évidemment plus résistante aux discours extrêmement simplistes que les extrêmes portent aujourd'hui de plus en plus et de plus en plus fort. On avait employé dans notre titre aussi la culture comme une arme. Enfin, c'était le titre de notre conférence d'aujourd'hui, de notre débat d'aujourd'hui. La culture est cette arme, en fait, contre la désinformation. Alors, je m'étais dit, une arme. Enfin, la sémantique est quand même guerrière et assez forte. Et en même temps, comme on est potentiellement quand même un point de bascule sur cette société par rapport à toutes les désinformations qu'il y a aujourd'hui, qui est véhiculée. Tu as parlé de l'Ukraine, Olivia, mais il y a aussi tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qu'on peut voir et autres. Quand on parle aussi, alors souvent c'est l'exemple que je prends, mais les platistes, ça paraît complètement saugrenu aujourd'hui de penser qu'il y a des gens encore qui pensent que la Terre est plate. Et bien si, en fait, on voit le pourcentage augmenter d'année en année. Alors les derniers chiffres que j'ai vérifiés pour la France, c'est quasiment 10%. C'est moins qu'aux États-Unis, mais c'est le chiffre aujourd'hui. Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait, le 10% n'est peut-être pas beaucoup, mais ça fait quand même... Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris que vous disiez que c'était pas beaucoup. C'est pour ça. Je me disais oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, le chiffre date de 2017, il est repris depuis 2017. Donc forcément, dans ces chiffres-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, potentiellement, il y en a encore plus. Donc si vous voulez, en fait, quand on se rend compte de ça, penser que la Terre est plate, c'est une histoire de culture derrière. C'est tout ce qu'on a pu apprendre à l'école, c'est tout ce que la société a pu nous apprendre, c'est tout ce que nos familles ont pu nous apprendre, etc., etc. Donc effectivement, oui, on peut parler aujourd'hui de la culture est une arme, véritablement une arme qui sert au discernement. C'est un outil sociétal, très clairement aussi. C'est tout ce que je vous ai dit, tout à l'heure. Et l'exemple que je voulais vous montrer par rapport à ça, dont je voulais vous parler en tout cas, c'est la gratuité des bibliothèques. Je ne sais pas comment ça se passe ici ou pas, mais en tout cas à Aglopolis, donc je suis donc conseillère communautaire à Aglopolis, conseillère municipale à Blois dans l'opposition, et je suis rapporteure pour la commission culture et sport de l'Aglo. Et on s'est posé la question pendant une petite année, on a étudié le sujet de la gratuité des bibliothèques, à savoir si on les mettait gratuites ou pas. Certaines communes avaient des bibliothèques gratuites, d'autres voulaient absolument les garder payantes. La ville de Blois notamment a ses bibliothèques qui étaient payantes. On a étudié tout ça, on a analysé tout ça pendant la commission, on l'a soumis au bureau exécutif, ils l'ont validé. Et donc puis c'était aussi sur l'idée du président d'Aglopolis aussi de nous poser la question, faut-il ou pas, ne faut-il pas mettre les bibliothèques gratuites. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un an, on doit avoir 1 an et demi à peu près de recul, et on se rend compte que déjà au niveau de tout ce qui était, parce que c'était la grosse question de savoir si on allait nous voler des livres ou pas, ramener les livres, moins les ramener, etc. On se rend compte qu'en fait non, déjà on n'a pas plus de livres abîmés, on n'a pas moins de livres qui sont rendus, la gratuité n'induit pas ça. En revanche, on a un public qui a augmenté, et il a augmenté tout simplement parce que effectivement le fait que ce soit gratuit, ça incite des personnes qui n'avaient peut-être pas les moyens de venir à la bibliothèque, mais qui avaient peut-être envie de venir à la bibliothèque. Et donc dans cette envie de venir à la bibliothèque, c'est aussi transmettre aux enfants, aux neveux, aux nièces, aux cousins, aux amis, quelque chose, un savoir, une source, comment croiser, comment apprendre, comment comprendre le monde dans lequel on est. Et puis, évidemment, derrière, toujours revenir à cette idée d'esprit critique, de discernement et de savoir se faire soi-même sa propre opinion sur tel ou tel sujet. Et évidemment, les écoles, il y a forcément un lien avec les écoles. Et le fait que les écoles, il y ait des liens avec les bibliothèques, le fait qu'ensuite les enfants puissent revenir, on sait qu'ils sont extrêmement vecteurs de revenir ensuite avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. C'est grâce à ça, en tout cas, qu'on se rend compte. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple qui, j'ai l'impression qu'il est un peu classique, un peu basique, mais il est important parce que c'est vraiment... le basique n'est pas à rejeter. C'est important de faire des choses aussi très, très classiques. En tout cas,
Les bibliothèques sont aussi des lieux de vie, sont des lieux d'échange, sont des lieux de partage. On peut y retrouver des expositions dans la bibliothèque de l'abbé Grégoire à Blois. On va retrouver des expositions. C'est aussi le moyen d'amener des publics qui sont éloignés de la culture, de les emmener par le biais de l'école à la bibliothèque, à la médiathèque, et en fait qu'ils puissent ensuite échanger, rencontrer, voir une exposition. Ça leur ouvre l'esprit, ça leur... en fait, c'est chaque petite graine, chaque petite action permet en tout cas de développer cet esprit critique, amène à cet esprit critique. Et puis il y a aussi, dans tout ce nuage d'informations qu'on a en permanence, il y a le fait de s'ancrer dans notre quotidien, dans notre territoire. C'est-à-dire qu'en fait, nos informations, elles sont quand même très nationalisées, très internationalisées, et c'est plus loin de nous, donc en fait, on a forcément moins d'impact. Et quand on fait des actions qui vont nous ancrer véritablement dans notre territoire, ça nous permet... Tu me dis combien j'ai de temps ? On ne va pas minuter le temps, on peut en revanche, quelquefois, on peut en revanche... on pourra reprendre la parole plus tard. On peut, si tu veux, s'arrêter sur un des points et puis ensuite passer à Frédéric, reprendre ensuite, comme tu préfères. C'est très souple. Donc là, tu étais... dérouler mes exemples, mais... On peut les faire en 2 temps, plusieurs fois, comme tu veux. C'est là, si tu as envie, si tu es sur ta lancée. Moi, j'aurais à rebondir tout à l'heure sur le platisme un tout petit peu, mais donc voilà, on s'interrompt sans problème les uns les autres. Du coup, dans ces cas-là, je vous parle après de la réalité du territoire. Voilà. Donc moi, juste avant que Frédéric ne parle, quand tu disais sur les platistes, justement dans cet ouvrage sur la post-vérité, c'est une analyse justement de comment aujourd'hui on voit, notamment dans les médias, les chaînes d'infos en continu, une remise en question du discours scientifique, des paroles d'experts assez régulières. Et il y a un chapitre justement qui s'appelle Post-vérité scientifique sur Facebook, un voyage en terre plate, d'un chercheur qui s'appelle Ashod Aradian, et qui montre avec des chiffres assez stupéfiants que quelquefois ces personnes qui pensent que la Terre est plate sont quand même assez diplômées. Enfin, c'est pas des gens quelquefois qui sortent de leur grotte et qui n'ont aucune formation. C'est d'autant plus étonnant. Et ça montre quoi ? Ça montre que ce qui est compliqué dans la désinformation, c'est l'effet du rabbit hole, du terrier du lapin. C'est le moment où quelqu'un est pris par les algorithmes dans une discussion comme ça, qui l'enferme dans un petit groupe complotiste. Et à partir de ce moment, il va se construire une représentation du monde alternatif qui va le séduire. Et parfois, même en sachant peut-être plus ou moins consciemment que la chose est fausse, il va y adhérer, y croire, parce que justement, dans une période de relativisme ambiant, croire quelque chose de différent, ça peut être aussi une posture. Donc on peut avoir des gens qui se radicalisent comme ça, qui se fanatisent par ces effets de terrier et du lapin. Donc, et sur les livres, évidemment, je souscris absolument. Et Frédéric va justement nous parler aussi de lecture publique, de paroles, d'échanges par les livres à Roubaix, je pense. Et tout de suite après... Ok, d'accord. Je rebondis sur les 2 choses qui ont été dites, le mot vérité et ensuite sur les bibliothèques, parce que ça m'a semblé très intéressant. Alors déjà, je m'inscris dans les réflexions générales et dans le point de vue que Mathilde a déjà développé, qui me semble être extrêmement pertinent. Mais là où je veux vraiment appuyer, c'est sur la notion de vérité, notamment par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça fait partie de l'angle qu'on essaie de creuser aujourd'hui, et l'aspect culturel. C'est-à-dire qu'on peut parler de désinformation sur des contenus politiques, on peut parler de désinformation sur des contenus, on peut nous-mêmes se poser la question, est-ce qu'on essaye de me mentir, de me manipuler, parce que ça peut avoir une finalité politique, une finalité économique. C'est peut-être l'aspect des réseaux qu'on peut le plus facilement en tant qu'individu questionner. Est-ce qu'on me raconte la vérité ou pas ? En revanche, dans la culture, c'est un peu plus difficile parfois, parce que si on a un contenu qui se veut, mettons, le sens le moins pur de la culture, le divertissement pur, l'amusement sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de gens qui se mettent en scène et qui disent, aujourd'hui, il m'est arrivé ça, etc. Mais personne ne peut vérifier ce qu'il disait. En fait, aussi, ce discernement par la consommation d'une culture qui peut-être est plus raffinée dans le sens travaillé, peut permettre à la fin à ces gens qui sont bombardés, à ces gens, je parle de moi également, qui sont bombardés d'informations tout le temps, fausses, vraies, à demi fausses, à demi vraies, de se poser 5 minutes et de faire, est-ce que ce contenu qui n'a aucune... qui ne constitue aucune menace pour moi et mon esprit à l'instant T, n'est pas en train de détériorer ma capacité de jugement. Et je pense que la culture a un vrai pouvoir face à ça. Et je me fais la réflexion, d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis tombée sur le cas où
Donc je vous fais le très court parallèle. Je tombe sur un Reels Instagram, donc une très courte vidéo qui raconte une histoire. La personne qui poste cette histoire est une jeune fille qui dit « J'étais en train de me filmer avec notre nouveau produit dans notre boutique quand il m'est arrivé ça. » Et là, en fait, on entend la voix d'un homme qui l'interpelle et qui lui dit en gros, t'as fait un petit cœur à côté de mon nom sur la boisson, donc en gros, c'est que tu me dragues, quoi. Et elle dit « Je fais ça à tout le monde. » Enfin bref. Une altercation entre deux individus qui pourrait arriver dans la vie, dans un café normal, etc. Sauf que moi, je remarquais un détail. D'habitude, je ne questionne pas forcément ce genre de contenu, mais on est quand même sur un contenu qui est clivant, dans le sens où ça participe d'un point de vue sur la guerre des sexes, par exemple, qui pourrait remettre une pièce dans la machine. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Mais moi, je me suis interrogée parce que je me dis, mais on l'entend vachement bien, ce monsieur, quand même, dans un café. Et puis, en fait, elle se tourne vers un côté, mais il y a beaucoup de lumière et je ne vois pas d'ombre bouger. Et en fait, j'ouvre les commentaires et je vois 20 000 commentaires. 1 million de vues. Et pas une seule personne qui dit « c'est peut-être pas vrai ce qui se passe ». Je remets pas en question les intentions de cette dame. En soi, il y a des centaines et des milliers de contenus sur Internet comme ça, des milliards. Mais ça avait l'air divertissant, un petit peu polémique, pas méchant en apparence. C'est pas quelqu'un qui crie « je déteste les hommes, votez ceci », etc. Mais il y a cette absence de remise en question du format visuel de ce qu'on voit. Et en fait, ça fait partie, je pense, des biais culturels et les gens, en fait, qui peut-être voient des vidéos, qui vont au cinéma, qui consomment d'autres contenus culturels plus complexes, pourraient voir aussi, c'est pas très naturel, et capter un peu plus avec cette éducation, en fait, finalement, mentale. Et on a du mal à remettre en question la parole d'un parfait inconnu. Pourquoi il mentirait ? Et après, voilà, ça c'est encore une autre question. Donc, cette question de la vérité, et je la remets sur un plan politique et pas juste sur cet exemple, je la trouve hyper intéressante aussi parce qu'on sait très bien aujourd'hui que tout ce qui est Fermatrol en Russie, et partout dans le monde d'ailleurs, parce que c'est pas les seuls à le faire, qui est tout de ce production de contenu qui se veut agitateur, peut être parfois agitateur dans les deux camps. C'est-à-dire, il va y avoir des trolls qui disent des choses pro-européennes et puis qui se répondent entre trolls. Et en fait, il y a des humains qui voient ça et qui font « Ah oui, je suis d'accord avec lui, etc. » C'est juste d'une grande mise en scène. Et donc, le but étant à la fin de questionner la vérité et de dire est-ce que la vérité... que les gens ne croient plus en fait en ce qu'ils voient, ne croient plus. Et après, ce monde virtuel se transpose dans le monde réel. Et c'est là qu'est le vrai problème. Et donc, je rebondis sur cette question de la vérité pour aller sur les bibliothèques en disant que c'est un constat extrêmement précieux que de voir que les gens viennent dans des espaces physiques pour se rencontrer, parler culture, lire Moi, j'ai toujours adoré les bibliothèques. Ma grand-mère m'a m'y amenée et je lisais des livres de fantasy. C'était pas des lectures très intelligentes, hein. Mais c'est là-bas que j'ai eu le goût de lire assez tôt parce que j'ai commencé par du très intelligent et après, je savais lire du intelligent au moment où ça commençait à m'intéresser. Et en fait, c'est parce que la bibliothèque, elle était gratuite, elle était juste à côté de la maison. Il y en avait plein, je suis niçoise, donc il y en avait plein à Nice, en l'occurrence. Et remettre en question le concept de bibliothèque me semble complètement fou. Mais en même temps, ça a un coût. Ça demande une volonté. Et donc, ces espaces qui n'existent plus de débat physique apaisé, et là, c'est pour ça que j'en reviens à la bibliothèque, c'est de dire que quand on a un humain en face de nous, on est aussi vachement plus apaisé dans la réponse à laquelle on envoie quand on est dans un débat. Et c'est pour ça que la culture et ces espaces, créer cet espace de discussion, parce qu'un théâtre peut être juste après la séance, un cinéma aussi juste après la séance ou avant, un café-débat, livre, lecture, etc. En fait, ces espaces physiques qui tendent à se raréfier sont créés par la culture et par le fait de la diffuser. Et on a un énorme espace virtuel dans lequel tout est sujet à débat. Et en fait, on se rend compte que quand on est physique, on est quand même vachement plus détente parce qu'il y a un être humain en face à nous et puis on n'a pas non plus envie de se prendre un pain à la fin de la journée. Et ça, c'est un autre débat. Donc voilà, je voulais réagir sur ces deux points déjà qui m'ont semblé extrêmement importants. Et puis, Frédéric, peut-être, ou on recourt. Merci.
J'aurais salué Franz Quatreveau, le délégué territorial qui vient de nous rejoindre, par ailleurs élu à Douai. Ravi, Franz, de te retrouver. Alors, évidemment, Mathilde, oui, la culture est une arme. Est une arme parce qu'elle développe le sens critique. Et le sens critique est à la base de la lutte contre les fake news. Alors, à Roubaix, on essaie de contribuer modestement avec nos moyens, même si je note, entre parenthèses, que pour ce qui concerne la ville de Roubaix, en cette période de crise, le budget alloué à la culture n'a pas baissé. Et je pourrais même dire, mais je vais faire des jaloux auprès de mes collègues qui travaillent sur d'autres délégations, qu'elle a légèrement augmenté depuis le début du mandat. Et parmi les actions que nous avons mises en place, eh bien, il y a un très gros travail autour de la lecture publique. La lecture publique, c'est finalement de permettre à tous les publics, et notamment aux plus jeunes, aux enfants, de pouvoir accéder à des documents écrits, audio, photos, et de pouvoir aiguiser leur sens critique. Et une de nos engagements de campagne était d'ouvrir cette médiathèque les dimanches, ce qui est la seule médiathèque ouverte les dimanches après-midi dans les Hauts-de-France. Alors celle de Pau l'été, et elle nous a servi un peu de modèle. Mais derrière le petit clin d'œil que je fais, c'est finalement un très très grand succès, puisque c'est une journée où les familles se réunissent au grand complet. C'est-à-dire qu'on va à la médiathèque avec ses enfants, les étudiants viennent étudier entre eux autour de travaux de groupe ensemble, et cette journée est très très fréquentée, et c'est surtout une autre population. Mais derrière cette fréquentation extraordinaire de la médiathèque, il y a des animations qui sont proposées. Et parmi les animations que nous proposons, il y a parfois des ateliers qui sont organisés avec des journalistes et qui aident les enfants à décoder comment est rédigé un document, un article. Et en décodant ça, eh bien, on lui insuffle finalement le sens critique des choses. Et on ne s'arrête pas là, c'est que la médiathèque, il faut faire peut-être un geste, un mouvement pour se déplacer jusqu'à elle. Eh bien, nous lançons début juillet 2 petits, on va dire, camionnettes qui iront au plus proche des quartiers, dans tous les, j'ai envie de dire, des événements, les manifestations de la ville, qu'elles soient en lien avec la culture ou pas du tout. Ça peut être à l'occasion d'une grande braderie, ça peut être à l'occasion d'un événement sportif, et qui iront porter la culture, la découverte du livre au plus près des habitants. Je laisse de côté la lecture publique, qui développe l'esprit critique et qui peut aider, qui peut donner les clés de déconstruction d'un certain nombre de fausses informations, pour parler maintenant Beaux-Arts. Vous savez, on a le musée La Piscine. Le musée La Piscine, c'est 300 000 visiteurs par an. C'est dans le top 5 des musées de province en termes de fréquentation de musées. Et parmi les personnes qui fréquentent le musée, on a énormément de scolaires, d'enfants, et notamment les enfants scolarisés en école primaire, c'est-à-dire jusqu'au CM2. Et pour nous, une visite d'un musée, c'est pas simplement déambuler le nez en l'air dans une salle de beaux-arts ou d'art appliqué, puisque notre musée a la particularité d'exposer les beaux-arts, mais également les arts décoratifs et les arts appliqués. Mais c'est de la médiation. C'est-à-dire que vous savez que la peinture, c'était les premières fake news, finalement, puisque dans la représentation des hommes, soit de pouvoir, ou des scènes de bataille, ou des scènes de vie du 19e ou du 20e siècle, on se met évidemment sous ses plus beaux atours et on veut vendre la mariée plus belle qu'elle n'est. Et donc on apprend aux enfants comment une image a été construite, même une peinture dont on peut penser qu'elle est la reproduction fidèle
d'une scène, d'une partie de l'histoire, eh ben, on va lui apprendre que, évidemment, là, le cheval est rutilant, évidemment, la personne qui est sur le cheval est très athlétique, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est juste pour montrer le pouvoir, pour montrer l'ascendant qu'elle pouvait avoir sur un autre groupe de personnes. Donc, la lecture publique, la visite et la critique d'une œuvre d'art, d'une image, c'est ce qu'on fait aussi alors là, je vais parler d'un établissement public qui est la Condition publique, qui est un tiers-lieu culturel et qui en son sein a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire 148. Alors derrière son nom, c'est quoi? Ce sont des photographes professionnels qui accompagnent des jeunes, ados et jeunes adultes de la métropole lilloise, pas simplement de la ville de Roubaix, et qui vont les aider à décortiquer les photos et à prendre des photos. C'est-à-dire que derrière une photo qui nous est transmise et qui laisse passer un message, eh bien on va voir pourquoi ce message est véhiculé. Qu'est-ce qui nous fait? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est la thématique? Est-ce que c'est les traits des personnages? Est-ce que c'est leur posture, etc. La couleur du ciel, etc. Et après, eh ben, on va pouvoir les faire travailler en disant, ben voilà, je veux développer telle idée et je vais poser et je vais organiser une photo pour qu'elle véhicule telle et telle idée. Et ça développe chez nos jeunes, évidemment, un esprit critique. Donc oui, la culture est une arme, ce n'est pas la seule. Hein. Il y a évidemment, il peut y avoir un bagage législatif et tu étais député, et on a besoin évidemment peut-être parfois de la loi pour encadrer certaines choses, mais dans nos villes, dans nos villages, on a aussi les moyens, chacun avec les moyens dont on dispose et qui ne sont pas forcément pharaoniques, d'engager des travaux avec les jeunes publics. C'est plus facile et c'est vrai que dans une ville très jeune comme Roubaix, c'est finalement investir dans l'avenir, mais ça concourt à développer l'esprit critique et donc à aider les jeunes qui demain seront adultes, qui pourront déconstruire une image, déconstruire un récit, déconstruire une information qu'ils auront lue sur le journal ou sur leur tablette ou sur leur téléphone. Merci beaucoup, Frédéric. C'est passionnant et tu as tout à fait raison de rappeler à quel point un livre, c'est certes un objet dont on tourne les pages, mais que c'est avant tout l'oralité, que c'est une voix, que c'est justement un style, une musique, et donc que ça se transmet également par la voix, et que cette lecture publique, c'est vraiment une manière de toucher directement les personnes, de véhiculer une émotion très directement. Donc un livre, ça parle et ça s'écoute tout autant que cela se regarde. Donc les livres audio, à cet égard, ne sont pas quelque chose d'inférieur à un livre, pour les personnes en plus qui souffrent de troubles de la vue, tout ce qui peut justement permettre d'approcher la parole, d'approcher la voix, ça a une utilité. Sur la question de la vérité, alors effectivement, cette idée d'une approche du musée comme assez ludique en plus, interactive, où on expérimente l'espace, où on enquête quasiment pour décrypter le sens d'une œuvre. On a vu récemment le succès du roman Les yeux de Mona, là, écrit par un conservateur de musée, qui permettait justement un petit peu de donner à voir de manière un peu grand public cette façon de lire un tableau, de le transmettre. Alors, ça avait un petit côté un petit peu didactique, mais c'était bien fait sur la manière dont les œuvres étaient analysées. Et puis, donc justement, la notion de vérité aussi, s'en méfier peut-être un petit peu. Je pense que Mathilde, tu pourras nous dire quelques mots là-dessus. Quand on réfléchit, quand on pense ensemble, quand on est dans une délibération, un débat, il ne faut pas non plus être assuré de détenir la vérité parce que l'on a justement décrypté une erreur. Donc, on doit toujours avoir ce doute raisonnable qui nous tient en vigilance. Donc, ne pas non plus penser tout savoir, ne pas penser que parce qu'on détiendrait telle ou telle culture, tel ou tel diplôme, même on serait à l'abri. On l'a bien vu, on est guettés tous à un moment donné ou à un autre par tomber, par baisser la garde. Donc il faut tous être constamment vigilants face à ce qu'on voit et ne pas se croire plus intelligent qu'on est non plus. Donc Mathilde, je t'en prie sur...
Tout à fait. De Frédéric concernant la médiathèque. Frédéric et moi, nous sommes tous les deux donc, conseillers à la métropole de Lille et nous avons voté il y a quelques temps la mise en place de la médiathèque en ligne qui est ouverte aux 95 communes donc, de la métropole sous réserve d'une adhésion dans une des médiathèques. Et ça, c'est une belle ouverture à l'information et qui est entièrement gratuite sous réserve de cette adhésion, donc qui permet quand même aux personnes d'aller consulter les livres papier que nous chérissons tous par le toucher et l'odorat. Et voilà, je voulais juste compléter cette information. Oui, il y a 95 communes et 125 ou 127 bibliothèques. Oui, c'était dans la boîte du Nord. Non, simplement pour dire qu'il y a 95 communes et la MEL compte 125 ou 127 bibliothèques. Merci beaucoup. Ce qui est bien, c'est que du coup, je prends des idées aussi pour, pour chez moi. C'est le but. Par rapport à ce que tu disais, Olivia, justement, et puis pour ce que vous disiez tous les deux là, sur le discernement, la vérité et autres, et puis effectivement, cette nécessité absolue de ne pas avoir de certitude absolument en pensant qu'on a la vérité vraie par-dessus tout le monde et qu'on est les seuls à avoir raison. Je voulais justement vous parler d'un exemple au travers de mon... Enfin voilà, quand je vous parlais tout à l'heure du fait de s'ancrer dans les réalités du territoire pour lutter justement contre la désinformation, puis aussi pour aller justement garder cet esprit et amener vraiment, véritablement tous les publics vers la culture, parce que c'est quand même l'élément essentiel, c'est la manière dont on va servir de cette arme de la culture, c'est vraiment de capter tous les publics. Pour ça, on le sait tous, il faut aller sur le terrain, il faut aller au contact de toutes ces personnes-là. On peut les faire venir ensuite dans les musées, dans les bibliothèques et autres, mais ça n'empêche que ça reste quand même la rue, l'endroit dans lequel il y a tous les gens, y compris ceux qui sont éloignés de la culture, y compris ceux qui, effectivement, par manque de connaissances et autres, vont subir une désinformation, vont être effectivement ce que tu disais tout à l'heure, très justement, Alice, et on en est tous concernés, effectivement, d'être bombardés en permanence par toutes ces informations. La culture locale, elle permet de recontextualiser systématiquement une information. Les informations qu'on a, elles viennent surtout du national et de l'international. Et en fait, on est tellement décontextualisé justement que ça nous en paraît très loin. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement se fourvoyer sur telle et telle chose. Le fait de recontextualiser, ça redonne un ancrage véritablement local, territorial. Et ça permet du coup d'en parler mieux, plus facilement. Ça donne des habitudes aux enfants parce que on voit ça chez nous. Enfin, c'est comme l'histoire de la poubelle, en fait, qui est un des sujets principaux quand on est élu municipal. On en entend beaucoup parler. Oui, mais c'est le quotidien des gens, en fait. Et c'est vrai que le fait de parler du quotidien des gens, y compris dans la culture, ça permet justement de les ancrer sur un territoire et de les amener à penser à autre chose. Et sur le sujet justement des certitudes et de la vérité et autres, alors c'est pas qu'une question de vérité, mais c'est vraiment sur un positionnement d'une certitude. C'est une anecdote dont je voulais vous faire part. À Blois, il y a le festival BD Boom qui est toujours extrêmement très sympathique et qui est super, qui est au mois de novembre. Et donc on a un grand escalier qui s'appelle l'escalier Denis Papin, qui je sais pas combien de marches, enfin bref, qui surplombe toute la Loire, voilà, qui est très beau. Et régulièrement, il est déshabillé et réhabillé par des différentes illustrations. Il y a une année, c'était au moment du festival BD Boom, il y a eu Walt Disney, en fait, donc c'était Mickey et Minnie, il me semble. En tout cas, il y avait Mickey, ça c'est sûr, qui était sur ces marches-là. Voilà. Et je me rappelle avoir eu un échange, notamment avec une conseillère régionale, Parti socialiste, je précise, justement sur ça. Et donc moi je trouvais ça super en fait, parce que justement c'était le fait d'aller chercher tout le monde par une image extrêmement populaire qui est Mickey, pour ensuite les attirer vers le festival BD Boom, et ensuite derrière il y a le musée de la BD et autres. Et donc en fait c'était vraiment de rentrer par quelque chose, une image extrêmement, extrêmement populaire, voilà, un objet effectivement, pas quasiment du quotidien, mais enfin bon, quasiment. Alors oui, derrière, c'est vrai, oui, il y a Euro Disney, il y a tout le business à l'américaine, etc. Mais ça n'empêche que derrière, c'est l'image de Walt Disney, et derrière, vous pouvez tirer plein de fils sur l'histoire. Vous pouvez parler de 1936 et des congés payés. Vous pouvez parler de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, de la résistance. Vous pouvez tirer plein de fils à travers l'image de Mickey et derrière de Walt Disney. Vous pouvez aussi véhiculer différentes phrases, différentes philosophies que Walt Disney avait. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup qui est: si vous pouvez le rêver, c'est que vous pouvez le faire. Donc vous pouvez tirer plein de choses derrière. Et en fait, le fait d'entendre effectivement cette conseillère régionale, qui en plus de ça, enfin voilà, qui est vraiment une des locales de l'étape, m'expliquer par A plus B qu'en fait tout ça c'était rien, c'était pas de la culture, ça servait à rien. Maintenant je suis désolée, en fait Mickey c'est de la culture populaire, et derrière il y a plein de choses. Et c'est extrêmement important, et c'est effectivement cette certitude là, le fait de savoir, cette espèce de mépris de dire, tout à l'heure Alice t'a dit je faisais pas des lectures intelligentes. Pour moi il n'y a pas de lecture intelligente et intelligente, c'est toutes des lectures. C'est grâce à cette lecture là que tu qualifies toi pas d'intelligente, mais pourtant elles sont intelligentes parce qu'elles t'ont amené
à donner le goût de la lecture, et donc d'aller chercher, voilà. Et c'est toujours ce fameux aller vers et ce fameux ciment de la société. Et si on n'a pas ça véritablement, c'est beaucoup plus compliqué d'embarquer ensuite des citoyens, des habitants, à faire société tous ensemble. Et puis c'est plus facile ensuite parce qu'effectivement, notre cerveau reptilien a plutôt tendance à aller vers le négatif, instinct de survie, etc. Et puis à entendre là aussi à aller vers la facilité de toutes ces histoires, de tout ce que peuvent nous remonter, que ce soit aussi bien d'ailleurs côté religieux ou côté politique, du côté extrême en fait. Voilà. Tout à fait. Tu as tout à fait raison, Mathilde, de souligner qu'il ne faut pas mettre une ligne de fracture entre culture populaire et ce qui serait une haute culture. Ça n'a pas de sens. Mickey, en plus, c'est tout à fait... c'est très, très bien. Mais on peut évidemment commencer à lire par le Club des 5, par la Comtesse de Ségur, par Jules Verne. Ce qui compte, c'est que le déclic se produise et qu'il y ait cet imaginaire qui s'éveille. Et ensuite, évidemment, on chemine, on découvre et on peut parfois être déçu, parfois tomber amoureux d'un livre. Évidemment, on fait des rencontres, c'est comme dans la vie, donc il ne faut pas surprotéger les enfants en ne voulant leur donner que certaines choses. Le monde extérieur est justement vaste et divers, et plus on lit de choses, et la BD n'est pas du tout un sous-genre justement du livre, c'est aussi quelque chose de tout à fait, c'est comme dans la musique, on peut aimer la musique classique, le rap, la chanson populaire, enfin voilà, il y a vraiment, je crois, cette ouverture qui fait qu'on ne peut pas rester retranché. Alors on peut aussi avoir des goûts, des dégoûts épidermiques. Ça, on peut très bien être imperméable à tel ou tel art ou ne pas se sentir ému par telle ou telle chose. Mais en tout cas, plus on connaît, plus on expérimente, plus on voit, plus on écoute, et plus on est curieux, et justement, plus on peut ensuite échanger. Et c'est bien cela, cette idée de transmission, d'échange, qui fait qu'on apprend. Et ça, je pense, Frédéric, tu peux peut-être développer aussi là-dessus, mais qu'on est tous d'accord. Évidemment, il ne faut pas avoir honte d'aimer le divertissement. Le divertissement, c'est pas sale. Ça permet de s'évader. Et s'évader, ça fait du bien. Et j'en veux pour preuve, on a un théâtre qui s'appelle le Colisée. Et souvent, avec le directeur, on dit qu'on fait du divertissement de qualité. Et c'est le théâtre de France où le taux de remplissage est le plus élevé, où le nombre d'abonnés est le plus élevé. Et chaque année, on bat un record de fréquentation. Voilà, enfin, faut absolument pas avoir cette peur-là. En revanche, il faut viser l'excellence. Lorsque à des enfants, des ados, on leur fait découvrir la musique à travers la musique utilisée dans les publicités, c'est une façon de partir de leur vécu, de ce qu'ils connaissent, et de les amener vers autre chose ensuite. Et pourtant, quand on dit, voilà, on va étudier quelques notes de musique, quelques sons que vous entendez à la radio ou à la télé, on va dire, mais attendez, mais c'est pas de la culture, ça. Si, c'est le premier pas qui peut accéder, c'est une partie de la culture aussi. Et il ne faut pas avoir cette distinction-là. Il faut être éclectique et ouvert dans son approche de la culture, me semble-t-il. Oui, il y a une question dans la salle. Juste le temps d'apporter le micro, dire que c'était le sujet du film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, Le goût des autres, où justement on voyait qu'il n'y avait pas une culture pour telle catégorie, telle classe sociale, et qu'on pouvait aimer l'opéra quand on était de milieu populaire, enfin voilà, qu'on ne devait pas chacun dans une étiquette. Merci. Une réflexion qui amène une question. On parlait de l'accès à la culture et de notre souhait à tous de développer l'accès à la culture. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, c'est pas l'accès à la culture qui pose problème, comme aurait dit le général de Gaulle, c'est pas le manque, c'est plutôt le trop-plein. Aujourd'hui, bien plus que nos parents, et bien plus qu'il y a quelques années encore, tout le monde, absolument tout le monde, un enfant de 8 ans, il a un accès direct à la culture que jamais les générations précédentes n'ont eu. Il prend son téléphone, il a l'accès absolument à tout. De la musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit rap, etc., à toute la peinture du monde. Il peut visiter tous les musées du monde en direct sur son téléphone. Il a accès absolument à tout.
à tout. Donc moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est pas l'accès à la culture qu'il faut développer, mais c'est plutôt, comme disait Frédéric, et je le rejoins là-dessus, l'apprentissage du trop-plein de culture qui se déverse sans filtre auprès de n'importe qui. Et pour le coup, c'est plus une question ni d'argent, ni de classe sociale, ni de rien du tout. N'importe quel écran qui a accès à Internet nous donne toutes les possibilités. Nous avons, nous, accès, on s'en rend même plus compte, mais nous avons accès à la plus grande bibliothèque du monde sur notre téléphone. Et donc, voilà, c'est, à mon sens, notre défi, il est plutôt là, non pas de donner accès à la culture. Tout le monde l'a, gratuitement ou presque, à n'importe quel âge, mais plutôt à l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait de ce trop-plein de culture qui est déversé à jet continu, 24 heures sur 24, jour et nuit? Je suis complètement d'accord avec vous. Mais là où je vais m'inscrire en faux, c'est sur la sémantique, ou en tout cas sur la signification de l'accès à la culture. Parce que vous l'avez dit, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire que oui, on a un énorme buffet avec tellement de variétés, avec tellement de choses, mais on ne sait pas quoi choisir. Et c'est cet apprentissage qu'il faut faire. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quand même encore une question sociale et sociétale qui peut être liée aussi à des différences de classe ou territoriales ou des choses comme ça, et que l'accès finalement n'est pas garanti parce que si physiquement il l'est, mentalement peut-être pas, ou le réflexe en tout cas pour y accéder ne l'est pas encore. C'est-à-dire que il y a encore plein de gens qui considèrent que l'opéra c'est quelque chose de très éloigné d'eux, qu'ils ne leur parleront jamais, c'est un truc de grands-parents, etc. Et pourtant ils peuvent prendre un ticket, aller faire des journées de découverte de l'opéra. Il y a des tarifs qui sont très abordables pour la découverte un peu partout en France. Pour le théâtre, c'est pareil. Il y a des pièces qui sont un peu obscures et donc hermétiques à certains publics. Et en fait, il y a des choses qui sont très, très ouvertes, ou même des classiques qu'on a déjà vus au cinéma, qui viennent du théâtre. Et en fait, on se dit, je l'ai vu au cinéma, peut-être qu'au théâtre, ça peut être intéressant. C'est des choses... c'est un autre défi, en fait, complètement. C'est-à-dire que c'est plus le défi de acheter une place de cinéma, de théâtre, c'est trop cher, acheter un livre, c'est trop cher. Quoique certains livres sont un petit peu coûteux, mais ça c'est aussi la beauté du papier. Mais voilà, on a vu, il y a les bibliothèques, il y a d'autres moyens, des livres audio, y accéder en ligne. Donc oui, l'accès en lui-même paraît effacé, mais il y a toujours la barrière psychologique qui représente cet accès psychologique ou d'éducation, à se dire que en fait, qu'est-ce que je vais faire ce dimanche ? Plutôt que regarder une série, j'ai envie de sortir de chez moi et d'aller au musée. Et c'est quelque chose que je voulais évoquer, et ça me permet de rebondir dessus, que j'ai remarqué dans certains pays européens. On a une chance inouïe en France déjà d'avoir notre culture de la culture, mais surtout du patrimoine et les musées. Il y en a tellement. Pour n'importe quel Français, c'est complètement naturel qu'il y ait des musées dans sa ville. Et en fait, on se rend compte qu'en Europe et dans le monde encore moins, c'est pas du tout quelque chose qui est développé. Donc, je me réjouis réellement que ça reste des choses qui sont présentes dans l'inconscient collectif. Mais c'est vrai que je dirais pas qu'on a accès à tout, dans le sens où l'accès se fait d'abord là, dans la tête, avant de pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça le défi de ces nouvelles générations par rapport à ce qu'il y avait avant. Non, tout à fait, je m'inscris dans ce que vous dites, parce que il y a eu l'expérience du Pass Culture, et ils ont fait le bilan du Pass Culture, et ils se sont aperçus effectivement que ça ne favorisait que la classe déjà favorisée, et que dans les classes modestes, eh bien, le Pass Culture n'avait pas d'efficacité. Ça ne permettait pas aux personnes d'aller davantage au théâtre ou dans des cinémas d'essai, etc. Parce qu'effectivement, ils se mettent la barrière. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, enfin j'ai lu les comptes rendus, souhaiter l'attribution du Pass Culture, en considérant que finalement, on dépensait beaucoup d'argent pour des jeunes qui avaient les possibilités financière d'aller comme ça. Donc en fait, ce
ce qui permet d'accéder à la culture, c'est comme le disait Frédéric, c'est la médiation. Il faut effectivement un entre-deux, il faut un médiateur, une médiatrice pour que les choses se fassent. Sinon, on ne se sert pas, comme vous le dites, au buffet. Je voulais, avant de donner la parole à Malika, je voulais simplement dire qu'on est en train avec la direction de la culture de la ville, on est en train de mener une réflexion, avec les habitants, c'est de voir quels sont les freins dans la population, parmi la population, à vivre une expérience culturelle. En étant plus clair, je dirais, voilà, vous auriez envie d'aller au musée, vous auriez envie d'aller à un spectacle et vous n'y allez pas. Pour quelles raisons? Quels peuvent être les freins? Parce qu'il faut aussi accepter que des gens ne soient pas du tout intéressés par la culture. Enfin, je veux dire, c'est pas une obligation non plus qui devrait s'imposer comme une forme d'évidence. En revanche, moi, comme élu à la culture, ce qui me gêne, ce serait quelqu'un qui me dise « j'ai envie, mais je ne peux pas ». Donc, si je ne peux pas, quels sont les freins? Alors, on s'aperçoit que pour certaines femmes, le soir, sortir seules lorsqu'elles sont seules et qu'elles n'ont pas de moyens de transport, aller à un lieu culturel et revenir chez elles, et surtout revenir, quand elles sont seules, alors parfois elles sont avec des copines ou avec des amis, etc. Évidemment, ça change tout. Mais quand je suis seule, ça peut être un frein. Et donc, on est en train d'intégrer cette réflexion-là en disant, voilà, on entend ça, quelles peuvent être la réponse d'une collectivité? Peut-être c'est de mettre en réseau ces personnes pour organiser un ramassage, comme il y a des ramassages scolaires, des ramassages culturels, et de raccompagner le soir ces personnes chez elles. Ça peut être des personnes en situation de handicap. On s'aperçoit, je suis malentendant, je vais arriver, je vais être au fond de la salle, je ne vais rien entendre et je ne vais pas profiter de la soirée, je vais me sentir encore plus exclu. Eh bien, on équipe, et ça a été le cas de notre théâtre, d'un certain nombre de dispositifs gratuits. Quand on a sa place, on peut avoir ces casques audio qui permettent donc une écoute de haute qualité. Mais l'accès à la culture, parfois, demande aussi un effort. Et je rejoins ce que disait Arnaud dans l'enseignement. Évidemment, pour apprécier de la poésie, ben peut-être déjà faut-il savoir écrire et s'exprimer convenablement. Donc c'est aussi un apprentissage. Voilà, il y a des genres littéraires qui sont peut-être plus compliqués ou moins accessibles dans un premier temps que d'autres. Mais tout ça, ça se prépare et ça s'accompagne. Voilà. Du coup, j'aurais juste à rajouter, mais c'était une réflexion justement du village Art et Culture qu'on avait mené. Frédéric, tu étais là ce jour-là. Et Alice, ça va dans ton sens aussi par rapport au côté apprentissage. C'est le fait, alors j'ai pas de territoire que je connais sur lequel j'aurais testé ça pour le moment, mais c'est en tout cas véritablement de faire tomber les cloisons entre le sport et la culture. Parce qu'on sait que le sport, justement, on a quand même un public qui est effectivement éloigné de la culture. Enfin, voilà, le sport permet au quartier, permet au village, enfin, vraiment dans la ruralité et autres, de pouvoir les amener à une vie associative, à une vie autre, diverse et variée. Et la culture, à ce moment-là, elle peut rentrer justement. Tout à l'heure, on échangeait tous les deux sur ce sujet-là. Je disais, voilà, un tournoi de foot dans un village, la mi-temps, ça peut très bien servir à un moment donné d'aller faire du graphe avec un artiste qu'on a fait venir. Et donc, en fait, ça peut être comme ça. Et en fait, c'est vraiment le fait de faire tomber les cloisons et les barrières entre les deux qui peut être intéressant. Et d'ailleurs, très souvent, quand on est élus locaux, on est souvent sport et culture. C'est souvent ensemble, sport, culture, éducation. Enfin, systématiquement, c'est le même triptyque. Voilà, c'est juste pour vous rajouter ça. Et Malika, d'abord Malika et puis ensuite Emmanuel. Alors, oui, j'y vais. Alors, levez bien la main, puis peut-être levez-vous aussi pour qu'on vous voit mieux à l'écran quand vous prenez. Oh bah oui, non, juste une réflexion. Là, on parle de culture. En fait, on se réfère les uns et les autres à des modes de culture assez traditionnels. Et en fait, dans notre rapport au contenu, puisqu'on utilise ce mot aujourd'hui,
on s'est quand même laissé déborder par les réseaux sociaux, les supports modernes, qui ne sont absolument pas régulés. Vous ne rentrez pas dans une salle de cinéma ou dans une bibliothèque, vous ne prenez pas n'importe quel livre. Il y a un choix qui est fait, il y a une attention qui est portée au public, aux jeunes enfants. Notre grande difficulté, c'est qu'en fait, comme le disait Arnaud, le flux des contenus, il n'y a absolument pas de régulation. On arrive là petitement, grâce à la législation européenne, à ce que ça s'améliore. Mais comment peut-on se repérer dans les familles, pour les parents, quand sur YouTube, on voit des vidéos passer, on ne sait pas si elle est de qualité finalement. On ne sait pas, on n'a aucun indicateur. On n'a aucun indice. On voit un truc sur TikTok, on ne sait pas, comme vous l'évoquiez, cette vidéo que vous voyez, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Et c'est vraiment une différence fondamentale avec nos contenus culturels traditionnels, où on a toujours été un peu orientés, balisés, on nous montrait le chemin. Merci beaucoup. La deuxième question, c'était... Oui, on a beaucoup parlé de l'accès à la culture en tant que consommateur de culture. C'était la métaphore du buffet, on ne sait pas quoi choisir, etc. Sauf qu'il est important aussi peut-être d'apprendre à cuisiner. C'est-à-dire que dedans, l'éveil à la culture, c'est aussi favoriser l'expression, qu'elle soit musicale, qu'elle soit... ça peut être du théâtre, ça peut être les arts... pas forcément, tout le monde ne deviendra pas, n'en fera pas nécessairement sa vocation. Néanmoins, il est important de ne pas séparer les deux parce que je pense que ça favorise les bonnes pratiques et le fait que je ne suis pas justement que le consommateur du buffet et je peux me... Et donc, comment favoriser aussi cette... les artistes de demain, si on peut dire, puisque là, dans l'éducation, c'est important aussi de détecter des talents culturels. Qu'en pensez-vous ? Alors pour ça, pour répondre à ça, je vais vous parler de deux exemples qui sont un sur le territoire de la circonscription et un autre dans lequel j'étais directrice des affaires culturelles à Beaugency. C'est l'association, pour répondre déjà, c'est le côté associatif, c'est-à-dire qu'effectivement, devenir acteur aussi de la culture, l'outil en main, je ne sais pas si vous connaissez ou pas comme association, voilà, et qui est une association extraordinaire qui fait énormément de choses. C'est ça. Et donc, en fait, ça permet... Alors, c'est de la culture. Alors, on a dit que c'est la culture, on l'a pris dans le sens le plus large possible. Hein. Mais ça permet en tout cas de faire venir aux jeunes et aux enfants, de les faire venir aux métiers artisanaux. Et derrière, il y a toute une histoire, il y a toute une transmission, il y a tout un savoir-faire, il y a toute une histoire d'un pays, évidemment, des traditions, etc. etc. Et ça leur permet justement qu'on soit acteurs. En fait, ils font les deux. Ça vient, eux, ils vont consommer, mais en fait, ils sont acteurs eux-mêmes de leur propre création. Et ils sont accompagnés avec des anciens artisans et tout ça. Et puis, l'autre exemple dont je voulais vous parler pour répondre à ça, c'est justement, alors là, on y revient au côté implication et nécessité de l'implication des mairies et des agglos ou des communautés de communes. Sont les résidences d'artistes. Quand j'étais directrice des affaires culturelles à Beaugency, j'avais entre autres la gestion du théâtre Le Puy Manu, et dans lequel on faisait venir pas mal de résidences d'artistes. Et on travaillait systématiquement les liens justement avec les écoles, les collèges, les lycées, les jeunes, les associations. Ce qui leur permettait en fait d'être acteurs aussi de la culture et de rentrer et de découvrir différemment et en fait finalement de participer différemment à la vie culturelle et de découvrir aussi l'envers du décor. Alors évidemment derrière, un jour on va peut-être en retrouver certains comédiens, musiciens, et puis simplement on en retrouvera d'autres aussi présidents d'une association, et puis derrière les métiers, etc., etc. Donc ça leur permet justement, pour moi en tout cas, c'est les exemples que je connais et qui je trouve fonctionnent bien dans cette manière de, vous avez tout à fait à juste titre de dire que c'est bien d'apprendre à cuisiner, parce que manger buffet c'est bien, mais savoir le cuisiner c'est pas mal aussi, et ça permet véritablement là de les faire rentrer, de faire rentrer tout un public, toute une population véritablement comme acteurs de la culture. Si tu veux, oui, vas-y. Oui, sur la première question, du coup, pour Malika. Merci. Je pense que, justement, la deuxième question répond à la première. C'est la pratique. Et je ne parle pas juste du geste et du fait d'apprendre, mais la pratique, soit de ces contenus
je vois deux manières pour résoudre, entre guillemets, en tout cas contribuer à résoudre cette question du trop-plein et d'identifier la qualité. C'est donc avoir les codes, savoir faire, donc reconnaître chez l'autre ce qui est bien fait, pas bien fait, un peu comme un sportif amateur qui n'est pas au niveau du sportif qu'il voit sur le terrain, mais par contre qui comprend ce qui est en train de se passer. Et la deuxième chose, c'est justement peut-être d'inscrire les démarches, même en ligne, dans un contexte intergénérationnel et de consommer, parce qu'on parle de consommation, c'est un peu le cas parfois, de consommer ensemble. C'est assez marrant de voir que justement, les générations qui sont nées avec d'abord les programmes télé puis le début d'Internet, qui grandissent, qui commencent à être des parents, parfois laissent des commentaires en ligne et disent « Ah ben voilà, moi j'ai vu ça avec mes enfants, c'est eux qui m'ont fait découvrir, maintenant je regarde tout seul. » Et en fait, il y a ce sens-là, mais il peut y avoir l'autre sens aussi. Pourquoi Arte est si plébiscité aussi par la jeunesse c'est peut-être pas ceux qui le regardent le plus, mais en attendant, tout le monde sait ce que c'est Arte, parce qu'en fait, ça a été époussé, évidemment, par la société dans son ensemble pour des contenus qualité, mais aussi poussé dans les écoles, et aussi poussé par les parents qui disent « Ah, ça, c'est mon repère ». Et je peux transmettre à mon enfant ce biais culturel intéressant, même si j'en ai pas tous les codes. Donc je pense que c'est la pratique et l'apprentissage par les autres, et pas simplement la consommation tout seul sur son téléphone. Et c'est possible même quand c'est en ligne. Et c'est ça qui est intéressant. Et je voudrais juste ouvrir, parce qu'on parlait aussi de désinformation, etc., et d'ouvrir ça en disant que ces codes, ils sont absolument fondamentaux à avoir, notamment en ce qui concerne l'IA. Parce qu'on n'a pas encore évoqué le terme depuis le début de cette table ronde, et je me disais comment introduire la chose de manière constructive, parce que aujourd'hui, c'est autant une menace qu'une opportunité. Moi, je suis pas du tout anti-IA. Et on m'a déjà posé la question, oui, mais en fait, est-ce que c'est une œuvre d'art quand c'est produit avec un ordinateur ? Oui et non. Non, parce que ça a été, je vais pas dire pompé, mais en tout cas très inspiré et utilisé. C'est la somme de savoirs humains qui ont été mis dans une machine pour être processés. Mais oui, parce qu'il y a un effort humain plus ou moins de qualité sur le travail de cette machine pour pouvoir sortir de quelque chose d'encore qui dépasse ce qu'on aurait pu imaginer à la base. Donc, est-ce qu'on ferait de l'art avec de l'IA ? Je répondrai pas à cette question aujourd'hui, je ne veux pas me faire frapper, c'est enregistré. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une opportunité de se dire, bon, on est menacé par une technologie qu'on ne comprend pas, alors comprenons-la en tant que société et en tant qu'humain, pour pouvoir en faire une opportunité et peut-être l'utiliser pour dire, peux-tu m'aider à comprendre ce qui est de qualité ? Pas de juger ce qui est de qualité dans ce contenu culturel ou pas, parce que ça, c'est pas la machine de le faire. C'est de comprendre ce qui pourrait l'être et ce qui pourrait pas l'être, car j'ai des yeux de néophyte qui ne me permettent pas aujourd'hui de comprendre ce qui est intéressant dans cet opéra, dans cette poésie. Et en fait, de l'IA ou encore mieux un être humain, de répondre avec ses connaissances. En fait, la Joconde, pourquoi c'est si impressionnant ? C'est parce qu'en fait, c'est le résultat d'une vie de travail. Il y a une histoire derrière ce tableau. Il y a le sfumato, on voit plein de petits détails dans le tableau. Et en fait, on passe de l'être humain qui passe au Louvre devant la Joconde en disant c'est surfait. Je vois un petit tableau avec une dame dedans. Enfin, il y en a plein, des hyper impressionnants à la salle d'à côté. Et mais oui, je comprends en fait ce que je suis en train de voir. Et ça me permet donc d'apprécier et de m'ouvrir à d'autres choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc, l'apprentissage, la pratique, et comprendre les nouveaux outils et ne pas s'enfermer dans une vision, je vais pas dire passéiste, mais de puriste. La culture, c'est ça ou ça. On dit souvent qu'une langue n'est vivante que parce qu'elle est pratiquée et qu'elle meurt du moment où on dit que les règles cessent de fonctionner. Et en fait, c'est la même chose pour la culture ou pour la pratique artistique en général. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est l'occasion de promouvoir la revue France Forum, qui est la revue que le Modem a reprise depuis 2 ans et qui a consacré un numéro au numérique et à la désinformation. Et on a un article dedans qui s'interroge justement sur l'usage de l'IA par les enseignants, pas seulement comme menace par ce que les élèves peuvent en faire en termes de plagiat ou de fausses, mais comment on peut aussi peut-être quelquefois chercher dans certains cas, à donner une information très claire, très simplifiée sur certaines questions,
avec l'aide de l'IA. Donc effectivement, ne pas opposer systématiquement numérique et culture comme deux mondes, deux époques. Alors on pense même justement là récemment, le film de Cédric Clapiche, La venue de l'avenir, est directement sur ce thème. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, mais il commence justement par une scène au musée où il y a devant des tableaux de Claude Monet, les Nymphéas, où le réalisateur est en train de filmer un clip avec une jeune fille en tenue de grand couturier, avec les Nymphéas derrière. Et il s'interroge sur l'usage de l'IA. Est-ce qu'il va modifier la couleur de la robe ou la couleur du tableau? Donc c'est assez ironique, assez amusant comme début. Et le film montre justement comment on s'adapte à son époque à chaque fois, comment on cherche justement à éprouver, à vivre avec le langage, avec les codes de son temps. Donc le numérique, pour lutter contre, il faut évidemment le connaître, il faut évidemment le maîtriser et non pas évidemment en être ensuite esclave et se décharger de sa réflexion et de son esprit critique sur la machine. Mais comme Yascha Mounk, le philosophe américain, l'avait écrit récemment dans Le peuple contre la démocratie, c'est pas l'outil en lui-même, c'est pas le numérique en lui-même, c'est pas la nouveauté en elle-même qui est bonne ou mauvaise, c'est vraiment l'usage qu'on est capable d'en faire. D'où cette idée d'accompagner, d'éduquer, mais non pas en imposant quelque chose. C'est-à-dire que l'éducation, ça ne doit pas être uniquement de diriger les élèves vers telle ou telle chose, mais comme tu disais, Frédéric, d'expliquer pourquoi, de décrypter, d'essayer de comprendre, d'essayer de saisir justement comment on va maîtriser tel ou tel, apprendre à cuisiner, en effet. D'ailleurs, moi, je donne souvent à mes étudiants, parce que j'enseigne à Sciences Po, quand on fait le commentaire de texte, je leur dis souvent, vous faites vraiment comme si vous découpiez une volaille, comme quand vous découpez le poulet chez vous, vous saisissez les articulations, vous enlevez vraiment, vous disposez, vous voyez bien là où se noue la logique d'un texte, là où est la chair. Et voilà, c'est très tactile tout ça. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'action de la barrière, ça m'est arrivé quand même assez souvent de voir certains étudiants, en lisant quelques pages d'un texte de Rousseau, de Tocqueville ou de Kierkegaard, venir me voir et dire « mais c'est bien en fait ». Et c'est pas si difficile que ça. Et en fait, ils me disent, mais je vois ce livre dans la bibliothèque, je vois écrit Kierkegaard, je vais pas l'ouvrir parce que ça m'intimide, parce que c'est un nom qui me paraît évidemment ennuyeux. Et en fait, j'ouvre, je lis et je vois que je comprends et que ça me parle. Donc parfois, il faut effectivement cette rencontre. Et évidemment, la rencontre, elle n'est pas toujours évidente à faire parce que, comme vous dites, le flux est permanent et souvent les jeunes vont aller plus spontanément, statistiquement, vers des vidéos de violence ou pornographiques que vers la visite en 3D d'un musée. Mais naturellement, tout ce qui est disponible et tout ce qu'on peut faire pour essayer de guider les uns ou les autres vers la profusion de tout ce qui peut servir d'aliment, sans proscrire forcément non plus tout, puisque comme on l'a dit, il y a des choses de divertissement qui peuvent être pas si bêtes que ça, enfin qui peuvent être tout à fait distrayantes, et aussi qui peuvent faire réfléchir, enfin même des feuilletons ou des... Je crois qu'il y a une petite question, et le temps que tu donnes le micro, Où est la question ? Je veux juste finir sur l'IA en disant, par contre, je minimise pas du tout, et je pense que c'est même un message politique que je vais marteler tout le reste de ma vie, mais je minimise pas du tout. Quand je dis c'est un outil, c'est hyper important de voir aussi le côté positif, mais je minimise pas du tout la menace que c'est aujourd'hui. Et il faut absolument qu'en tant que société, en tant qu'humain, en tant que citoyen et en tant que responsable politique, parce qu'on en a certains dans la salle, un certain nombre, on pousse à la compréhension de cet outil, on le comprenne nous-mêmes et on pousse la société à la compréhension de cet outil, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça facilite notre vie, pas que ça la prenne en main à notre place. L'idée, c'est qu'on puisse se dire, ok, ça me permet de gagner du temps sur ma rédaction des emails, pas qu'ils choisissent le contenu de l'email à la fin. Et... Merci Alice. Juste compléter sur le côté législatif justement de la chose. J'ai perdu ma boucle d'oreille, je la remettrai après. Il y a Erwan Balanan qui est donc député Finistère, qui s'est emparé du sujet à l'Assemblée, qui est dessus. Et donc je profite en même temps pour faire la pub pour le village agriculture. C'est un des gros sujets, c'est une des grosses thématiques qu'on doit aborder, qu'on n'a pas encore abordé. Mais en tout cas, si jamais ça intéresse des personnes, voilà, vous serez les bienvenus. Et puis on a un échange qui est prévu avec Erwan. Pour le moment, pas de date, aucune date n'est arrêtée. Mais en tous les cas, au niveau législatif, effectivement, il se passe des choses, que c'est un vrai sujet. C'est autant, enfin voilà, c'est ce que tu as dit, c'est autant positif que négatif. Ça dépend de ce qu'on en fait et comment on s'en sert. Je vais pas redire, enfin vous avez déjà tout dit, je reprends quelque chose, et beaucoup de choses d'ailleurs qui ont été redites, mais j'insiste sur le fait que ne soyons pas naïfs et ne
n'oublions pas les choses. En effet, on a un accès aujourd'hui à plein de choses. Encore faut-il y accéder, y avoir envie d'y accéder, savoir que ça existe, et de dire que les classes sociales existent encore, qu'il y a une division, qu'on voit que les classes plus aisées s'enrichissent, les classes plus modestes s'appauvrissent, et que malgré qu'on puisse avoir l'accès à tout, si on n'a pas les connaissances du fait que ça existe et pour les appréhender, et vous l'avez dit, on n'ira pas. Et donc, les réseaux sociaux aussi et le numérique font qu'on reste toujours dans les mêmes sphères, c'est-à-dire qu'on reste toujours enfermé dans une même bulle. Et donc, voilà, même si on peut y avoir accès, on n'y a pas vraiment accès. Et donc, le rôle est très important des personnes. On a beaucoup parlé de rencontres, et donc je pense que tout ça est très incarné. Et que mon accès, par exemple, au théâtre ou à l'opéra, c'est fait par des professeurs. Et je réinsiste sur le fait que le monde de la culture doit énormément et encore travailler avec le monde de l'éducation. Encore faut-il, je pense qu'il y a un vrai problème au niveau de la politique éducative, de comment sont formés nos professeurs, de comment on donne les moyens aux professeurs de pouvoir faire ces activités aussi extrascolaires, d'amener dans des lieux de culture les élèves pour les y intéresser. Je pense que la réforme de l'éducation au niveau lycée n'a pas été bonne, de cloisonner encore davantage le côté scientifique et lettres et sciences humaines, alors que tout le monde doit, qu'on soit même dans le domaine scientifique, on doit avoir une ouverture à autre chose et aux sciences humaines et aux lettres. Je pense que ça a été une erreur. Et je pense que c'est là le manque, c'est d'ouvrir les yeux à tout le monde et de donner l'accès à tous au culturel qui rejoint en effet le sport, la pédagogie, les maths, les sciences, les lettres, voilà, tout est un tout. Et donc ne soyons pas naïfs, et c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gratuité et un accès via le numérique que les gens y ont vraiment accès, parce qu'on reste tous cloisonnés dans les classes et dans les milieux dans lesquels nous sommes. Je peux poser une question? Répondez peut-être d'abord. Moi, j'ai une question et puis une réflexion. Lille a été capitale européenne de la culture en 2004. Il n'y a que deux autres villes françaises qui l'ont été. Il y a eu Paris en 89 et Marseille en 2013. Moi, j'étais à Lyon. Je passais mon bac en 2004 à Lyon, et je me rappelle qu'on parlait beaucoup de Lille avec beaucoup d'envie. Et donc, ça avait été médiatisé à Lyon, en tout cas, la capitale européenne de la culture. Il y avait des gens de Lyon qui allaient passer le week-end à Lille pour profiter des événements. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'il en reste 21 ans après? Est-ce qu'il y a des dynamiques qui ont été lancées qu'on retrouve encore aujourd'hui? Si vous pouvez répondre, moi ça m'intéresse. Parce qu'on est deux à être venus de Belgique. Et pour le cas de Mons, capitale européenne de la culture en 2015, il n'y a pas eu vraiment de suite après, en fait. Donc est-ce qu'à Lille, il se passe encore des choses? Et ensuite, mon autre intervention, c'est plus une réflexion ouverte. Vous avez beaucoup parlé des fake news au début. Si on relit ce que les journaux français écrivaient au moment de l'affaire Dreyfus, parce qu'on a reparlé du capitaine Dreyfus à l'Assemblée nationale, il y avait énormément de fake news et qui étaient répandues dans toute la France par des journaux régionaux qui publiaient parfois 2 fois par jour. Et ailleurs en Europe, il y avait aussi beaucoup de fake news sur d'autres sujets. Donc est-ce que finalement les fake news, c'est pas quelque chose qui revient tous les siècles d'une manière différente? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé les journaux des communes, mais finalement, c'est toujours les mêmes bêtises qui circulent, quoi. Alors, tu citais Lille, alors j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Vanessa Duhamel, qui est élue municipale à Lille et qui était retenue par une réunion précédemment et justement sur la culture. Et je citais tout à l'heure le fait que nous étions à la commission rayonnement qui traite de la culture à la métropole européenne de Lille. Alors, sur la deuxième partie de ta question, je te disais que effectivement les fake news, c'est pas nouveau. Quand je te disais que dans la peinture, quand la peinture médiévale, des grands récits, des grandes batailles, etc., c'était une façon d'enjoliver ou de réécrire une partie de l'histoire. Aujourd'hui, on est sur les tablettes, on est sur le numérique, mais finalement, effectivement, rien n'a été inventé là-dessus. Sur l'héritage de l'île 2004, en fait, l'île 2004 a été imaginée après que Lille ait réfléchi
à accueillir les Jeux Olympiques et que cette option-là n'ait pas été retenue. Et le patronat, le milieu économique, le milieu politique s'est dit, voilà, il s'est créé quelque chose, il s'est créé un dialogue très fort entre le milieu économique, le milieu politique, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il a été décidé de candidater pour être capitale de la culture. 20 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, il en reste, j'ai envie de dire, des outils culturels qui sont toujours bien vivants, je pense aux maisons Folie. Nous avons à Roubaix un établissement public, la Condition publique, qui était la maison Folie de la culture, celle de Roubaix, qui a été imaginée dans le cadre de Lille 2004 et qui aujourd'hui est un tiers-lieu culturel un peu augmenté parce qu'on n'y fait pas que de la culture. Et ça a créé surtout une dynamique qui a été utilisée par la mairie de Lille à travers les festivités de Lille 3000. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui s'inscrivent en faux, ceux qui vont en critique, ceux qui veulent remettre en cause cette programmation, mais en tout cas, elle a été un accélérateur d'un certain nombre de projets culturels sur la métropole lilloise, à Lille, mais pas qu'à Lille, hein, à Roubaix, à Tourcoing, etc. Et on va dire que toutes les structures culturelles, en tout cas, en ont bénéficié à un moment donné, même si aujourd'hui, la programmation Lille 3000 peut-être est en train de peut-être connaître une forme d'essoufflement. Même si on est dans une pleine saison culturelle et qui a été lancée il y a quelques semaines. Juste avant de vous repasser le micro, un tout petit mot sur votre deuxième question, sur la question, quand vous citiez l'affaire Dreyfus. Évidemment, les fake news, la diffamation, les fausses rumeurs, ça a bien sûr toujours existé. Dans ce livre, justement, sur la post-vérité qui vient de paraître et que je vous recommande très très vivement, le chapitre justement sur la stratégie russe en Ukraine pose la question, il dit qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qui existait déjà. Il compare la stratégie de la Russie en 1930, en 1945 et aujourd'hui, en montrant qu'il y a effectivement des grandes similitudes, mais que naturellement, la différence essentielle et qui est quand même très importante, c'est la question de l'échelle, la question de la taille, puisque la fake news, c'est la même, mais elle est amplifiée, elle devient virale, et que cette amplification et cette viralité, c'est ça qui crée justement quelque chose qui échappe un peu et qui va enfler dans des proportions incontrôlables. Donc c'est ça qui est très nouveau. Et donc la question des échelles et des tailles, si on revient à Aristote, il disait pour comprendre une société, pour comprendre le fonctionnement politique d'un endroit, on regarde la taille, le nombre de dirigeants, le nombre d'habitants, le périmètre. Donc toujours bien avoir à l'esprit si on est dans quelque chose de petit, de grand, la vitesse, la question du temps aussi, toutes ces questions, accélération, tout ce que Internet induit, c'est justement amplification, accélération, immédiateté. C'est ça qui est très nouveau, c'est ça qui fait qu'on se pose des questions sur comment on va justement réagir face à ça. Et sur la question des lieux, vous l'avez dit, on l'a dit tout du long, un peu en filigrane, mais c'est vrai qu'on n'a pas accès à la culture de la même façon dans une très grande ville, dans une capitale, dans un village, dans un endroit très urbanisé ou en race campagne. L'accès à la culture à la campagne, c'est une vraie question. Parfois, Internet peut justement faire découvrir des choses à des personnes qui sont justement un peu coupées de certaines manifestations d'art vivant, par exemple. Mais bon, la question des tailles, la question des endroits, la question de où on se place, tu le disais, Mathilde, quand on est au plus près des territoires, on voit la culture, comment l'amener dans les rues, avec la configuration du lieu tel qu'il est, la taille de la ville, son histoire, comment on fait à l'endroit où on est. Je vous repasse le micro tout de suite. Révélateur. C'était juste pour dire, moi j'ajouterai des choses encore à ce que tu as dit, Frédéric, de dire qu'il y a eu aussi une véritable prise de conscience qu'on avait du patrimoine aussi à Lille et dans la métropole, donc une politique de restauration, de préservation et de valorisation du patrimoine qui retombe un peu dernièrement, mais il a eu une notion aussi de positionnement de Lille dans l'offre culturelle, patrimoniale et touristique
il y a une vraie évolution depuis Lille 2004 dans la fréquentation de Lille. Et je pense qu'on en parle davantage. Il n'y a pas eu que Lille 2004, il y a aussi eu, on parlait de cinéma, mais Danny Boone et Bienvenue chez les Ch'tis, mais malgré tout, je pense que Lille 2004 est aussi un essor de dire Lille existe et elle a des choses à proposer, et depuis la fréquentation touristique a vraiment évolué au fur et à mesure, et puis aussi de dire tout ça entraîné aussi pour les Lillois et les métropolitains, de dire on peut être fier aussi d'être lillois, enfin métropolitain, et d'en parler autour, parce que maintenant Lille était reconnue aussi. Donc je pense qu'il y a comme des restes, même s'il y a des choses qui sont retombées, mais voilà. Allô. Voilà. Non, mais comme tu le dis, alors sur le patrimoine, alors là, je te rejoins complètement. D'ailleurs, la maison Folie, l'ex-maison Folie de Roubaix, qui est aujourd'hui la condition publique, c'est dans une ancienne filature de conditionnement de la laine et de la soie qui a été complètement rénovée et qui est un bâtiment magnifique qui aujourd'hui appartient à la métropole européenne de Lille et qui continue à y investir massivement. Ça a été un coup de projecteur énorme sur Lille. Et ça a fait exister, quand je dis Lille, la métropole européenne de Lille, sur la scène culturelle. À travers les grandes saisons, alors Lille 2004, à travers les grandes expositions qui étaient montrées, et depuis, tous les 2-3 ans, à travers les grandes expositions. Et l'habilité sur le sujet, c'est que très rapidement, il a été... toutes les villes de la métropole européenne de Lille ont été associées à cette dynamique de Lille 3000, de façon à ce que chaque village, jusqu'au plus petit village de la métropole européenne de Lille, vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas la métropole, mais vous avez évidemment de très très grandes villes, et vous avez également de toutes petites villes. Et bien chaque ville est dans la programmation de Lille 3000. Alors après, on peut avoir, et certains en ont, des critiques sur ce festival, et il est sain de se réinterroger et de réinterroger sur cette programmation, mais incontestablement, ça a été un coup d'accélérateur et qui a entraîné donc une vitalité économique à travers le tourisme et à travers l'accueil d'autres événements, d'autres grands congrès à Lille, mais aussi largement à côté. Ça y concourt. D'ailleurs, aujourd'hui, Lille 3000 Lille 3000, la culture, je prends un peu de recul, mais la culture sur la métropole lilloise fait partie d'une signature de la métropole qui intéresse les étudiants qui choisissent Lille comme leur lieu d'études supérieures, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être dans notre région, en tout cas sur cette partie du territoire, il y avait clairement des atouts que nous n'avions pas par rapport à d'autres villes un peu plus au sud. Donc oui, évidemment, la culture a été un boom extraordinaire pour les structures culturelles, évidemment, pour l'économie, pour le tourisme, mais également pour l'enseignement supérieur et pour le développement de l'ensemble du territoire. Si je peux compléter juste avec un autre exemple encore sur les capitales européennes de la culture, il y a Bourges en 2028. Et en fait, c'est vrai que dans le centre Val-de-Loire, quand on a su que c'était Bourges, tout le monde d'abord, il y avait un sentiment de fierté vraiment de la région. Et en fait, ça crée un élan. C'est-à-dire qu'en fait, même la pré-préparation, au moment de l'annonce, ça crée un élan et ça crée quelque chose justement par rapport à la culture. Et on revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure depuis le début. Ça permet justement d'aller chercher un public, etc., de faire tomber des barrières, de décloisonner, d'apprendre, etc. Et puis à la fin, la finalité de tout ça, c'est par rapport à notre thématique, c'est bien de construire des esprits libres, indépendants, qui sont capables de discernement et d'esprit critique. Voilà. Donc en tout cas, chez nous, on est hyper contents. Et j'en profite de parler d'Europe, justement, puisque, en l'occurrence, alors juste, finissons sur cette histoire de capitale européenne. Pour Marseille aussi, il y a eu un avant-après. Du coup, moi, je suis une sudiste, je suis niçoise, moitié de ma famille est aussi marseillaise. Avant,
on avait une perception, alors je ne sais pas ce qu'il en est jusqu'ici, mais en attendant, même dans le sud, on avait une perception de Marseille d'une très belle ville, très cosmopolite, avec beaucoup de richesses, etc., humaines, de patrimoine, etc. Mais on ne sait pas exactement, à Marseille, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Maintenant, il y a le MUSEM, maintenant, il y a le patrimoine qui est vachement plus... Enfin, beaucoup plus mis en valeur, oui, pardon. Il y a des musées qui sont identifiés sur l'histoire de la ville, depuis les Grecs. Vraiment, il y a des choses qui existaient, mais sont mises en valeur aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un véritable avant-après à Marseille en termes d'intérêt à visiter la ville, ne serait-ce que pour définir ce qui est intéressant à faire là-bas. Parce qu'il y avait des choses déjà, c'est pas ça la question, c'est juste comment est-ce que c'est mis en valeur, comment est-ce que c'est rendu accessible. Et là, on reparle d'accessibilité. Et donc, ça m'amène à l'échelle européenne, que je trouve hyper importante, ne serait-ce que parce que cette histoire de capitale européenne de la culture donne un rayonnement à une ville, à une région et à toute une population et une histoire, mais aussi pour parler d'un autre programme qui fonctionne extrêmement bien et dont on rabâche le succès, c'est Erasmus, qui permet, dans toute sa diversité de programmes, parce que c'est pas juste des étudiants, il y a aussi des chercheurs, il y a aussi, j'ai oublié toutes les catégories, mais il y a un certain nombre de publics différents, qui soient jeunes ou adultes, de pouvoir se déplacer. Et oui, il y a les enseignants, il y a tout ce qu'il y a autour de l'éducation, mais il y a même plus loin que l'éducation, qui permet en fait d'aller à l'encontre de l'autre et de casser ces barrières et de se dire qu'on ne se voit pas juste en ligne, on ne consomme pas juste en ligne ou dans un espace qui est immatériel et que finalement on a du mal à appréhender, notre cerveau un peu primitif a du mal à appréhender, mais de se rendre sur place et de créer de véritables liens comme ça avec la culture sur place, en amenant la sienne, en ayant un véritable échange et aussi d'apaiser les échanges. On en revient toujours à cette notion de dialogue. Donc il y a ce programme européen qui est une véritable réussite et sur laquelle on doit tous prendre exemple, mais il a été créé aussi parce qu'il y avait déjà du local, du régional, d'autres choses qui se faisaient à des échelles moindres en taille qui permettent aujourd'hui d'imaginer ça au niveau européen. Et ce qui soulève une autre question, et elle a déjà été évoquée, je ne me rappelle plus exactement par qui, de dire... c'était vous, en l'occurrence, de dire, en fait, il faut juste trouver le moyen d'accéder et de savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que les programmes européens Erasmus, c'est très identifié, mais savoir que des chercheurs ou des enseignants peuvent y aller aussi, c'est pas forcément identifié. Mais ça, c'est juste Erasmus. Il y a beaucoup d'autres programmes européens qui sont existants, valides, qui fonctionnent très bien, mais qui en sont encore trop peu connus. Mais je pense que même à l'échelle locale, on a le problème parfois quand une mairie prend une initiative et donne un budget pour pouvoir amener, je sais pas, des classes ou des individus à un certain endroit, à un musée, etc. Mais en fait, ça arrive pas forcément jusqu'au public en question. Donc c'est la diversité de ces... En fait, comment on harmonise finalement quand c'est capitale européenne de la culture, c'est plus facile parce que là... ou comme les JO, c'est plus facile parce que là, il y a un projecteur, tout le monde sait de quoi on parle, mais quand c'est à l'échelle locale, régionale ou alors sur le temps long, c'est beaucoup plus difficile à mettre en avant et ça pose une autre question, dont je n'ai pas la réponse. Oui, on va encore prendre une question. Juste, moi, réagir très très rapidement en disant qu'évidemment, la culture, c'est pas un singulier, c'est les cultures et que la culture ne se nourrit que de la rencontre et que justement pour lutter contre les extrémismes, le racisme, tout ce que véhicule notamment l'extrême droite et dans certains musées, notamment à Paris, que ce soit... Oui, ou l'extrême gauche, mais ici, par exemple à Paris, des initiatives comme le musée de l'immigration ou l'IMA, enfin on a des choses très importantes pour lutter aussi contre le racisme et Paris Noir en ce moment à Pompidou, qui est vraiment une belle exposition aussi. Merci, vous devancez pratiquement ma question. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, une petite précision par rapport à l'amplification de nos médias actuels de la désinformation qui, évidemment, prend aujourd'hui une tournure mondiale, instantanée. On touche des milliards de personnes en même temps, ce qui est quand même un peu nouveau, ce facteur d'échelle est nouveau. Et je voudrais ajouter en complément qu'en plus, il est addictif. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la gastronomie, c'est du sucre. C'est-à-dire que les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs,
consulte et donc absorbe cette désinformation pseudo-culturelle 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour. Nos enfants, 7 heures par jour. Ça peut aller jusqu'à Donc, 12 heures. Voilà, donc c'est à la fois un grand nombre de personnes supplémentaires et à la fois beaucoup plus de temps qu'on y consacre. Donc double effet cliqué. C'était juste ma remarque pour aller dans votre sens. Et puis une deuxième remarque, ou plutôt pour lancer un peu un débat, vous venez de l'aborder, ça tombe très bien, c'est les relations entre la culture, la politique et la désinformation. La culture peut être un vecteur de désinformation, instrumentalisé notamment par des partis politiques. Je pense très directement à la France insoumise, qui utilise, elle ne s'en cache pas, hein, avec des spécialistes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de la désinformation politique. Je suis en train de terminer le bouquin sur LFI, la meute. On voit très bien. On voit très bien. Donc c'est un instrument. Alors ça peut être aussi par le biais de la culture, par exemple des groupes, notamment je pense à des groupes de rap, je pense à... Bon, il y a différents médias possibles, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer aussi la désinformation par l'intermédiaire de la culture qui devient un instrument à des fins politiques, organisé comme tel, avec des gens qui sont embauchés pour faire ça. Voilà, il ne faut pas sous-estimer, ne soyons pas naïfs, on ne l'est pas du tout ici, mais peut-être qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. La culture est, et on le voit bien dans nos villes, la culture est un instrument parfaitement politique aussi. Et on a tendance à l'oublier, ça, notamment avec les contenus en ligne, parce qu'il y a beaucoup de gens ou de créateurs qui essayent de ne pas prendre position et d'être le plus lisse possible. Et donc, parfois, l'idée peut même s'immiscer que ah non mais c'est culturel, je suis là pour passer un bon moment, c'est pas politique. En fait, tout est toujours politique. Oui, cette question était tout à fait pertinente à l'instrumentalisation de la culture d'un côté ou de l'autre. Effectivement, l'exemple que vous avez donné est tout à fait frappant et vrai. Et sur la question de l'addiction au sucre, oui, on va conclure bientôt, on continuera à discuter justement en mangeant et en nous ressourçant, en buvant et en mangeant, transition. Mais donc justement, on le disait, la question de la santé mentale est abordée en ce moment de manière justement très urgente depuis pas mal de mois, et puis encore plus depuis quelques jours. Le fait d'être enfermé soit dans une bulle d'algorithme, mais chez soi, dans sa chambre, de ne pas rencontrer les autres, d'être en situation d'isolement, effectivement, c'est très nocif. Donc la culture, c'est aussi dehors, sortir, rencontrer, et le sport, évidemment, en fait partie aussi. C'est tout ce qui fait qu'on bouge, qu'on se parle, qu'à nouveau, on est dans du tangible, du concret. Naturellement, on ne peut pas juste être enfermé dans une pièce. Voilà, ça, c'est forcément vecteur d'idées noires. Et il y a des études qui montrent que le seul fait, Alain, d'ailleurs, dans les propos sur le bonheur, indique que vous êtes déprimé, allez faire du sport, allez scier du bois, allez bouger, et votre esprit se remettra aussi en marche un peu mieux que... voilà. Donc, c'est pas, bien sûr, là encore, une solution miracle, mais c'en est une qui permet d'aller vers du mieux. Alors, un immense merci. On va rendre l'antenne parce qu'il est l'heure, mais on va continuer à parler, à échanger, à manger, à remercier tout le monde, la ville de Roubaix, Mathilde, et donc le Loir-et-Cher, et l'IED, bien sûr, notre partenaire, et le Modem également. Et donc, tous ensemble, nous allons continuer à deviser, voire à nous disputer peut-être, mais en tout cas à nous nourrir.